living in a world where people care for one another, and the importance of feeling connected that are founded in the earliest years of our lives. Un mercredi après-midi de fin août, à 14h47, un coursier médical a livré un colis scellé au palais de Kensington, portant la mention « Urgent ». Prince William, confidential. À l'intérieur se trouvait une clé USB contenant les images de vidéosurveillance de l'hôpital, des rapports d'analyse de laboratoire et un mot manuscrit d'une source anonyme. L'aggravation de l'état de votre femme n'est pas due au hasard. Consultez les registres d'administration de morphine du 7 au 23 mai. Quelqu'un souhaitait l'échec de son traitement. Une personne ayant accès au palais. Les preuves contenues dans ce paquet révéleraient non seulement une ingérence dans les soins prodigués à Catherine atteinte d'un cancer, mais aussi ce qui semblait être une tentative délibérée d'accélérer sa mort, la découverte. William examinait des documents du duché lorsque son secrétaire particulier arriva avec un paquet scellé, l'air inhabituellement grave. « Monsieur, ce message est arrivé par des voies détournées », dit-il d'une voix calme. Il prétendait provenir de quelqu'un du Royal Marsden. La sécurité l'a validé, mais vous devriez le consulter seul. La clé USB contenait des dossiers organisés avec une précision chirurgicale, des dates, des étiquettes, des preuves. William ouvrit le premier dossier, vidéo. Des images de vidéosurveillance granuleuses remplissaient de l'écran. La chambre privée de Catherine à l'hôpital. Un horodatage, 2h43, bien après les heures de visite. Une personne en blouse médicale entra, contourna les écrans et se dirigea directement vers la perfusion. Sans vérification, sans hésitation. Une seringue apparut. L'injection fut rapide et maîtrisée. 90 secondes plus tard, la silhouette s'est glissée hors du couloir, jetant un coup d'œil au fond. William a figé l'image au moment où la silhouette se tournait légèrement vers la caméra. Masqué, mais reconnaissable entre mille. Les yeux, la posture, Camilla. Ses mains tremblaient lorsqu'il ouvrit le dossier suivant. Analyses de laboratoire. Les rapports toxicologiques ont révélé des pics inexpliqués de morphine au cours du mois de mai. Ces taux ne correspondent pas aux prescriptions de Catherine. Depression respiratoire. Interventions d'urgence, initialement considérées comme des complications. Puis, la seringue, retrouvée le lendemain matin dans un conteneur à objets tranchants. Résidus de morphine à concentration létale. Des traces d'ADN ont été retrouvées sur le piston. Le rapport du médecin légiste a établi un diagnostic clinique. Surdosage volontaire. Le timing correspondait à une intention de provoquer une mort qui pourrait passer pour une mort naturelle. Un mot manuscrit a suivi, scanné et daté. Je suis infirmière de nuit. J'ai vu la reine consort entrer dans la chambre de la princesse à plusieurs reprises. Chaque visite coïncidait avec des crises médicales inexpliquées. On m'a ordonné de me taire. J'ai copié l'enregistrement avant qu'il ne disparaisse. Il faut que quelqu'un sache. William fixait l'écran, cherchant une autre explication. N'importe laquelle. Il n'y en avait pas. Le dernier dossier s'intitulait « Communication ». Corials. Froid. Détaché. 2 ans. C'est trop long. L'institution a besoin de stabilité. Autre chose. La toxicité de la morphine pendant le sommeil pourrait paraître naturelle. Personne ne remet en question un membre de la famille inquiet. Préméditation. Calcul. Pas de panique. De la planification? Le téléphone de William vibra. Catherine. Je me sens plus forte aujourd'hui. J'ai fait une promenade dans le jardin. De petites victoires. Le message a failli le briser. Elle n'avait aucune idée à quel point elle avait frôlé la mort. Non pas à cause d'un cancer, mais à cause d'une trahison. Il a agi vite. Premier appel à Anne. Venez à Kensington. Seul ou seul. La sécurité avant tout. Il me faut des personnes sans lien avec Clarence House. Immédiatement. Troisièmement, un ancien détective. Tentative de meurtre. Le suspect occupe un poste très élevé. Il a ensuite appelé Catherine. Écoutez attentivement, dit-il d'une voix calme. Ne mangez ni ne buvez rien que vous n'ayez préparé vous-même. Ne laissez personne toucher à vos médicaments. Et surtout, ne laissez pas Camilla vous approcher. Je vous expliquerai bientôt. Croyez-moi, s'il vous plaît. Elle l'a fait. William a mis fin à l'appel, entouré de preuves. Sa fureur s'est muée en détermination. Ce n'était pas un scandale, c'était de la guerre. Le complot médical. 40 minutes plus tard, lorsqu'Anne arriva au palais de Kensington, William ne s'attarda pas sur les politesses. Il la conduisit directement dans le bureau, ferma la porte et posa l'ordinateur portable sur le bureau entre eux. « Regarde, dit-il. » Anne fronça les sourcils au début de la vidéo. Un éclair de confusion la traversa, puis l'incrédulité, avant qu'un silence strict et maîtrisé ne s'installe lorsque la silhouette à l'écran pénétra dans la chambre d'hôpital de Catherine.
Au moment où la seringue apparut, Anne n'était plus passive. Elle se pencha en avant, les coudes sur les genoux, le regard fixé. Lorsque la vidéo se termina, elle expira une fois, sèchement. « C'est une tentative de meurtre », finit-elle par dire. Sa voix ne trahissait aucune trace de choc. Seulement la froide certitude de quelqu'un entraîné à évaluer la réalité sans sourciller. Il ne s'agit pas d'un moment d'inattention ou d'une erreur de jugement. Il s'agit d'une intention criminelle. William, si cela se poursuit, la reine consentira à une prison. Tant mieux, répondit William sans hésiter. C'est sa place. Anne l'observa. Vous comprenez ce que cela signifie pour la couronne. Je comprends ce que cela signifie pour Catherine, dit-il. Tout le reste est secondaire. Gerald Thornton arriva peu après, introduit par une entrée privée. L'ancien inspecteur passa 1h30 à examiner les preuves en silence, parcourant les dossiers avec la précision d'un homme qui avait passé des décennies à démanteler des réseaux dangereux. Lorsqu'il a finalement pris la parole, son ton était à la fois professionnel et accablant. C'est l'une des affaires de tentative de meurtre les plus solides que j'ai jamais vues. Vidéo. ADN. Analyses toxicologiques. Préméditation avérée. Le statut de l'accusé complique la logistique, non la légalité. Les titres royaux ne protègent personne contre des accusations d'une telle gravité. Anne a posé la question que William sous-entendait. Et l'hôpital? Thornton acquiesça. Le mot de l'infirmière laisse supposer une obstruction. Si l'administration a dissimulé des rapports ou falsifié des dossiers pour protéger la reine consort, il s'agit d'un complot. Il faut présumer de l'implication de l'institution jusqu'à preuve du contraire. Comme appelé par ces mots, le téléphone de William vibra, un message de l'infirmière anonyme. J'ai démissionné hier. Je ne pouvais plus travailler dans un endroit qui privilégiait la réputation à la sécurité des patients. Avant de partir, j'ai photocopié d'autres dossiers. Ces incidents liés à la morphine n'étaient pas des cas isolés. À 3 reprises, la dose de chimiothérapie de Catherine a été modifiée jusqu'à atteindre des niveaux toxiques. Chaque modification est intervenue dans l'heure suivant la visite de la reine Camilla. Les mesures de sécurité de la pharmacie les ont repérées avant l'administration. Mais quelqu'un tentait de détourner le traitement lui-même à des fins malveillantes. Un silence de mort s'installa dans la pièce. Cela signifie qu'il ne s'agissait pas d'une méthode unique, murmura Anne. C'était une campagne. Thornton a consulté les registres d'accès de l'hôpital. Si cela s'avère vrai, il y aura des traces numériques. Les systèmes médicaux enregistrent tout. Il tapait, les lignes de données défilant sous ses doigts. Sa mâchoire se crispa. Je constate des accès administratifs répétés au dossier de Catherine depuis un compte intitulé « Bureau de liaison royale ». Ce compte ne devrait pas disposer de droit de modification. Qui l'utilisait? Demanda William. Thornton accéda à un autre niveau. Authentification biométrique requise à chaque connexion. On silence. Puis, d'une voix douce, c'est elle. 47 connexions en 3 mois. Presque toutes entre minuit et 4 heures du matin. 17 d'entre elles sont directement liées à des changements de traitement ou à des événements suspects. Anne ferma les yeux un instant. Quelqu'un à l'hôpital a rendu cela possible. Plus que possible, a déclaré Thornton. On lui a accordé des privilèges accrus. Il ne s'agissait pas d'un accès opportuniste, mais d'une autorisation institutionnelle. Les conséquences ont été un véritable coup de massue. L'un des centres de cancérologie les plus réputés de Grande-Bretagne avait confié des pouvoirs administratifs à une personne sans aucune compétence médicale, puis avait ignoré les avertissements lorsque le personnel avait tiré la sonnette d'alarme. Anne continua d'examiner le dossier de communication, puis elle s'arrêta. « William, dit-elle d'une voix différente, tu dois voir ça. » Elle tourna l'écran vers lui. Des courriels privés, pas des comptes officiels. Camilla, sa longue maladie déstabilise tout. Si des complications accélèrent le processus, ce sera une bénédiction pour tous. Charles, nous devons faire preuve de soutien. Advienne que pourra. Camilla, un déclin rapide et naturel nous épargnerait des années de spéculation néfastes. Je veille simplement à ce que la nature ne tarde pas trop. Charles, je n'ai pas besoin de détails. Il est important de pouvoir nier les faits. Soyez prudent. William sentit quelque chose se déchirer à l'intérieur de sa poitrine. Ce n'était pas de l'ignorance. Ce n'était pas de l'aveuglement. C'était un choix. Thornton s'exprima avec prudence. Cela prouve qu'il était prévenu. Il savait qu'un acte malveillant était envisagé et choisit de ne pas intervenir. Cela ouvre la porte à des accusations de complot. Un silence pesant s'installe. Poursuivre cette affaire impliquait bien plus que des poursuites judiciaires.
Cela signifiait l'effondrement de ce qui restait de la relation de William avec son père. Cela signifiait une crise constitutionnelle sans précédent dans l'histoire récente. Anne rompit le silence. L'autre solution serait de dire à Catherine que sa tentative de meurtre sera étouffée, car rendre des comptes serait gênant. William fixa les preuves, les dates et heures, les courriels, la brutalité silencieuse d'une planification dissimulée sous un vernis de civilité. Il pensa à Catherine dans le jardin, le soleil sur son visage, inconsciente d'avoir échappé de justesse à la mort. « On continue », dit-il. « Tout. Camilla, les administrateurs de l'hôpital et mon père. » Anne soutint son regard, fermé. « Une fois lancé, rien ne pourra nous arrêter. »« Très bien. » répondit William. Car une institution qui survit en protégeant des meurtriers présumés ne mérite pas de rester inchangée. Thornton acquiesça. Alors, agissons vite. Sécurisons les témoins. Sécurisons les preuves. Coordonnons les arrestations avant que quiconque ne réalise que l'étau se resserre. William se leva, résolu à s'engager dans une voie dure et inflexible. Le prix à payer serait immense, mais la limite jugée impensable avait déjà été franchie par ceux qui se croyaient intouchables. « Que la crise vienne », dit-il. La justice n'attend pas. Les chevaux de mensonges, l'enquête qui s'est déroulée au cours des 48 heures suivantes a révélé une conspiration bien plus vaste et bien plus inquiétante que William ne l'avait imaginé. Thornton, travaillant discrètement avec d'anciens collègues de confiance de la police métropolitaine, conscient de la délicatesse de l'affaire, mais refusant de se laisser intimider par l'implication royale, a mis au jour, couche après couche, la complicité institutionnelle à l'hôpital Royal Marsden. La piste remontait directement au sommet. Le directeur général, Sir Michael Pemberton, avait personnellement autorisé l'accès privilégié de Camilla au système en mars, peu après que le diagnostic de Catherine ait été rendu public. Les enquêteurs ont retrouvé un courriel archivé sur les serveurs, adressé à l'équipe de sécurité informatique de l'hôpital. La reine Camilla a sollicité un accès administratif afin de coordonner le soutien familial et d'assurer la liaison pour les soins de la princesse de Galles. Veuillez accorder à Sa Majesté un accès complet aux dossiers médicaux et aux protocoles de traitement. Cet accès a été approuvé au plus haut niveau et ne saurait être remis en question. Interrogé, Pemberton a d'abord affirmé que cet accès était uniquement destiné à la coordination familiale et a insisté sur le fait qu'il n'avait aucune raison de soupçonner un usage abusif. Cette explication s'est effondrée lorsque les enquêteurs ont découvert des courriels ultérieurs montrant qu'il avait été averti à plusieurs reprises. Un message d'une infirmière cadre, datant des mai, était sans équivoque. Des modifications non autorisées des protocoles de médication ont été détectées par les systèmes de sécurité. Cela laisse supposer une tentative de falsification des traitements. Une enquête immédiate est nécessaire. La réponse de Pemberton était glaçante de suffisance. Vos inquiétudes sont infondées. L'accès des agents de liaison royaux est approuvé au plus haut niveau. Ce que vous interprétez comme une manipulation correspond probablement à des ajustements autorisés, effectués en concertation avec la famille. N'insistez pas et n'en discutez pas avec les autres membres du personnel. Il s'agissait d'une lâcheté institutionnelle déguisée en déférence. Pemberton avait reçu des avertissements explicites et avait choisi le silence. Ses motivations se sont éclaircies lorsque des documents financiers ont révélé un don de 5 millions de livres sterling de la fondation caritative privée de Camilla à l'hôpital en avril, quelques semaines après l'octroi de l'accès. La conspiration s'étendait jusqu'au palais. La secrétaire particulière de Camilla, Elizabeth Thornhill, avait facilité les visites à l'hôpital en dehors des heures de service en coordonnant la sécurité afin de minimiser la surveillance. Des courriels ont révélé que Thornhill demandait que ces visites soient enregistrées comme un soutien familial personnel, les excluant ainsi des horaires officiels. Lorsqu'une infirmière de nuit a exprimé des inquiétudes quant à la présence de Camilla, Thornhill est intervenu directement auprès de l'administration hospitalière, qualifiant les visites de bienveillantes et avertissant le personnel de ne pas importuner la famille avec des questions inutiles. L'infirmière a été réduite au silence jusqu'à ce que la culpabilité la pousse à conserver des preuves et à les divulguer des mois plus tard. La découverte la plus choquante a concerné les mandats financiers. Les enquêteurs ont retracé un retrait de 50 livres sterling en espèces effectué en avril depuis le compte privé de Camilla jusqu'à un dépôt offshore réalisé le même jour sur un compte appartenant à un citoyen britannique résidant en France. Le docteur Marcus Webb, médecin déchu,
et radié de l'Ordre des médecins pour prescription contraire à l'éthique et corruption. A été localisé par les autorités françaises. Ces dernières lui ont présenté des relevés bancaires et la perspective d'une extradition. Confronté aux preuves, il a accepté de coopérer en échange d'une réduction de peine. Ses aveux furent bouleversants. Selon Webb, Camilla l'avait contacté pour lui demander conseil sur la façon d'apaiser les souffrances d'une patiente atteinte d'un cancer en phase terminale dont l'état se dégradait lentement. À court d'argent, Webb lui avait donné des instructions détaillées sur les combinaisons de médicaments et les dosagers susceptibles d'accélérer la mort tout en la faisant passer pour des complications naturelles. Les protocoles d'administration de morphine, le moment de la prise pendant le sommeil et les méthodes pour éviter de déclencher les alarmes. Il a affirmé que Camilla avait décrit un faux consensus familial et présenté l'acte comme un acte de miséricorde. Je l'ai rationalisé. Miss Webb, je comprends maintenant que j'étais payé pour fournir un manuel de meurtre. Les aveux ont complété le tableau des preuves. Camilla avait sollicité l'aide d'un expert, l'avait payé, avait obtenu un accès illicite, manipulé le personnel et s'était administré elle-même des drogues mortelles. Ce n'était pas un acte impulsif. C'était prémédité, méthodique et persistant. Anne a examiné le dossier complet avec William et Thornton. Son résumé était clinique. Elle a soudoyé un médecin discrédité pour obtenir des instructions, utilisé des dons pour s'assurer un accès privilégié, ordonné au personnel d'étouffer les inquiétudes, administré elle-même des doses mortelles et, lorsque Charles a été averti d'un complot, il a conseillé de nier toute implication plutôt que d'intervenir. Thornton a ajouté, cela concerne tout, du trône à l'administration hospitalière en passant par les professionnels de santé étrangers. Nous aurons besoin de la coopération française pour l'affaire Webb, de poursuites contre plusieurs administrateurs et, en fin de compte, de poursuites contre la reine consorte et potentiellement le roi pour complot et obstruction à la justice. William écouta en silence, le poids de la trahison pesant sur sa poitrine. Lorsqu'il prit la parole, sa voix était monocorde. Combien de temps avant que le procès soit prêt? Demanda-t-il. 4 à 8 heures pour finaliser les mandats et les documents, répondit Thornton. Le service des poursuites de la couronne poursuit ensuite l'enquête. Une fois les accusations portées, l'affaire devient publique. Il est impossible de la contrôler. Camilla sera arrêtée. Votre père sera interrogé comme suspect. La crise constitutionnelle sera immédiate. Et si nous ne portons pas plainte? Demanda William, bien que la question fût rhétorique. Alors la tentative de meurtre restera impunie à cause d'un titre, déclara Anne sans embâche. Et on dira à Catherine que la justice dérange. William n'hésita pas. Non, nous les poursuivons en justice, tous, et nous laissons la crise constitutionnelle se régler d'elle-même ensuite. La prise de conscience de Catherine. La décision de révéler la vérité à Catherine fut déchirante. Elle se remettait encore de son traitement contre le cancer, était encore physiquement affaiblie et se confrontait encore à sa propre mortalité, qu'elle attribuait uniquement à la maladie, sans savoir que quelqu'un avait activement tenté de mettre fin à ses jours. William et Anne s'accordèrent sur le fait qu'elle avait le droit de savoir avant que l'affaire ne soit rendue publique, avant que les arrestations et les accusations ne fassent la une des journaux, avant que son histoire ne soit remaniée sans son consentement. William trouva Catherine dans le jardin du palais de Kensington par un doux après-midi de septembre. Elle était assise sur un banc au soleil, le visage serein comme il ne l'avait pas vu depuis des mois. La normalité du moment, le chant des oiseaux, les fleurs tardives, le calme, rendaient ses paroles presque insoutenables. « Chérie, il faut qu'on parle de quelque chose de difficile », dit-il en s'asseyant près d'elle et en prenant sa main. « Quelque chose sur lequel j'enquête, quelque chose que tu dois entendre de ma bouche avant tout le monde. » Son visage se crispa. « Les enfants vont bien? »« Ils vont bien, » répondit-il rapidement. « Il s'agit de votre traitement, de ce qui s'est passé en mai, des complications inexpliquées. » Il n'y est pas allé en douceur. Il lui a tout montré. Les images de vidéosurveillance montrant Camilla entrant dans sa chambre d'hôpital après les heures d'ouverture, la seringue, la perfusion. Les analyses montrant des taux de morphine qui auraient dû lui être fatals, les courriels attestant de la préméditation, les paiements, la dissimulation de l'hôpital, les messages de son père conseillant la prudence plutôt que l'intervention. Catherine visionna la vidéo 3 fois sans dire un mot. William vit l'incrédulité céder la place au choc, puis à la compréhension, puis à une expression plus froide et plus tranchante que tout ce qu'il avait vu en elle auparavant. « Elle a essayé de me tuer », finit par dire Catherine. « Ce n'est pas une question, c'est une conclusion. À plusieurs reprises, elle a fait des recherches, payé pour des cours, utilisé ma maladie comme prétexte. Et votre père était au courant. » « Oui, a dit William, tout est documenté. »
Si tu as survécu, c'est uniquement grâce au protocole de sécurité qui en ont intercepté une partie et parce que ton corps a enduré l'insupportable. Catherine se leva, fit quelques pas, puis se retourna. Dans ses yeux, il vit l'instant où le choc fut brutal. Sa survie n'était pas prévue, sa confiance avait été trahie, et la famille qu'elle avait épousée avait protégé celui qui cherchait à lui ôter la vie. Elle a détresse respiratoire, dit-elle lentement. Les soins intensifs, quand ils m'ont dit que c'était une réaction à la chimiothérapie, que ce n'était pas un cancer. Non, dit William, c'était un empoisonnement. Elle se rassit, non par faiblesse, mais sous le choc de la trahison. Je l'avais invitée, dit Catherine d'une voix douce. Je l'ai remerciée. Je l'ai défendue lorsque le personnel a semblé mal à l'aise. Je pensais qu'elle s'inquiétait pour moi. William la serra contre lui tandis que son corps tremblait de rage et de chagrin. Ce n'est pas de ta faute. Tu as fait confiance à quelqu'un qui se présentait comme une membre de la famille. Cette confiance a été utilisée contre vous. Catherine se ressaisit et le regarda droit dans les yeux. Que va-t-il se passer maintenant? Nous portons plainte, répondit William. Pas de protection, pas de retard. Des poursuites seront engagées. Les administrateurs de l'hôpital seront inculpés. Mon père fera l'objet d'une enquête. L'affaire sera portée devant les tribunaux. Elle a encaissé le coup sans broncher. Elle en comprenait les conséquences. L'effondrement des relations, le choc constitutionnel, la tempête médiatique. Et elle comprenait tout aussi clairement autre chose. Rien de tout cela ne primait sur la responsabilité. Je veux témoigner, a dit Catherine, que vous n'y êtes pas obligé. Oui, je le crois, l'interrompit-elle. Si je ne le fais pas, cela se transforme en une crise abstraite des institutions et de la succession. Si je le fais, cela reste ce que c'est. Tentative de meurtre. Une femme a essayé de me tuer alors que je luttais contre le cancer. Et je raconterai au jury ce que j'ai ressenti en la remerciant de sa sollicitude pendant qu'elle m'empoisonnait. William scruta son visage, y lisant une détermination forgée par la survie. « Ce sera terrible, » dit-il doucement. « Le cancer l'était aussi, » répondit Catherine. « J'ai failli mourir parce que quelqu'un a jugé ma vie gênante. Je ne la laisserai pas se cacher derrière des titres. Je ne laisserai pas cela être minimisé et transformé en erreur de jugement. » Elle reprit sa main et la serra avec une force inattendue. « J'ai survécu pour une raison. Et si la justice en fait partie, alors je me présenterai au tribunal et je ferai en sorte qu'elle soit clairement établie. » William hocha la tête, la gorge serrée. À cet instant, il comprit quelque chose avec une clarté absolue. Catherine n'était pas seulement vivante, elle était indestructible. La confrontation. Avant que les accusations ne soient rendues publiques, William exigea une dernière réunion au château de Windsor, lui-même, Catherine, Charles et Camilla, sans la présence d'assistants, d'avocats ni d'intermédiaires. Les représentants du palais tentèrent de l'empêcher, arguant qu'une confrontation pourrait compromettre les poursuites et anéantir ce qui restait de la famille. William refusa. Catherine le soutint. Si la vérité devait les marquer à jamais, ils l'affronteraient de front, sans détour ni cérémonie. Charles et Camilla, eux, s'attendaient à autre chose. Peut-être à une discussion sur le confinement. Peut-être un appel à la discrétion. Ils entrèrent dans la salle du chêne et trouvèrent William et Catherine déjà assis. Entre eux étaient disposés avec précision les éléments de preuve. Des images de vidéosurveillance, des rapports de laboratoire, des courriels imprimés, des documents financiers, des chronologies annotées de la main soignée et impitoyable de William. La table ressemblait moins à un lieu de réunion familiale qu'à une pièce à conviction. Charles fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est que tout ça? » William ne se leva pas. « Ceci, dit-il d'un ton égal, est la preuve que votre femme a tenté d'assassiner la mienne et la preuve que vous saviez ce que vous pouviez faire et que vous avez choisi de ne rien faire. » Il ouvrit l'ordinateur portable. Les images défilaient, granulous, sans équivoque. Une silhouette entrait dans la chambre d'hôpital de Catherine après les heures de visite. Les pattes près du lit, la seringue, la perfusion. La vidéo se répétait en boucle. Charles Pallet, son visage s'évidant de toutes couleurs. Camilla garda son calme, mais ses mains s'agrippèrent aux accoudoirs de la chaise jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. « C'est absurde », a déclaré Camilla. « La qualité de l'image est déplorable. Ça pourrait être n'importe qui. »« C'est toi », dit Catherine d'une voix douce. « Je reconnais tes mouvements. Le bracelet que Charles t'a offert est visible sur les images retouchées. Votre ADN est présent sur la seringue. Les journaux d'accès contiennent vos données biométriques. Et le docteur Webb a témoigné sous serment concernant l'argent que vous lui avez versé. Ne nous insultez pas en le niant. William poursuivit, méthodique et implacable. Les analyses toxicologiques
révèle des taux de morphine incompatibles avec toute prescription. Registre de médicaments falsifiés. Chronologie d'événements respiratoires inexpliqués. Courriels évoquant l'accélération du processus. Les réponses de Charles, brèves et évasives, préconisant la prudence plutôt que l'intervention. Chaque page se refermait avec un léger claquement. Lorsqu'il eut terminé, un silence pesant s'installa dans la pièce. Pourquoi? Finit par demander Catherine d'une voix assurée. Qu'est-ce que je t'ai fait pour que me tuer te paraisse une raison valable? Camilla soutint son regard sans ciller. Vous étiez en train de mourir, dit-elle. 2 ans tout au plus, même avec un traitement intensif. 2 années de déclin ont engendré l'instabilité. Une sympathie telle que William est devenue ingérable. Des spéculations sans fin. Une monarchie paralysée autour d'une princesse malade. Votre maladie persistante devenait un fardeau pour l'institution. Vous avez donc choisi d'accélérer le processus. Dites doucement, William. Tu as choisi le meurtre comme solution. Moi, j'ai choisi la certitude, répondit Camilla, son calme se brissant pour laisser transparaître un calcul. Si ça avait marché, ça aurait ressemblé à des complications naturelles. Une brève période de deuil, puis le retour à la stabilité. L'institution allait de l'avant. Ses paroles étaient enregistrées. Des appareils discrètement placés dans la pièce captaient chaque syllabe. Charles retrouva sa voix, mais la retourna contre William. La situation est hors de contrôle. Oui, Camilla a fait preuve d'un mauvais jugement, mais impliquer les autorités va tout détruire. Pensez aux conséquences constitutionnelles. Un mauvais jugement? Interrompit Catherine. Elle m'a empoisonné, à plusieurs reprises. Et tu savais qu'elle y avait de mauvaises intentions. Vous lui avez conseillé de préserver les apparences au lieu de l'arrêter. C'est de la complicité. Je ne connaissais pas les détails. Commence Charles. Vous ne vouliez pas de détails. Dites William, citant de mémoire. Je n'ai pas besoin de détails. Soyez prudent si quoi que ce soit vous paraît suspect. Tu as feint l'ignorance pour te protéger. C'est un complot. Charles s'est affaissé. Je pensais qu'elle découragerait les traitements agressifs, qu'elle suggérerait plutôt des soins palliatifs. Je ne l'aurais jamais imaginé. Mais vous ne nous avez rien demandé, dit Catherine. Vous ne nous avez pas prévenus. Vous avez préféré nier les faits plutôt que de me sauver la vie. Camilla changea de tactique, son ton se faisant plus froid. Vous ne porterez pas plainte. Vous ne pouvez pas. La monarchie serait déchirée. William, veux-tu que George grandisse en sachant que son grand-père a été jugé pour complicité dans la mort de sa mère? William se leva et tendit la main à Catherine. Je veux que mon fils sache que la justice prime sur le confort. Ce pouvoir engendre la responsabilité, non l'impunité. Vous pensiez que personne ne vous demanderait de compte. Vous aviez tort. Il poursuivit, précis et définitif. Dans 6 heures, les mandats seront exécutés. Camilla, vous serez inculpée de tentative de meurtre, de complot, d'administration de poison, avec intention de tuer et d'entrave à la justice. Père, vous serez interrogé en tant que suspect de complot et d'obstruction à la justice. Le service des poursuites de la couronne a examiné les preuves. L'enquête est en cours. William, je vous en prie, dit Charles en se levant. Non, répondit William. La loyauté ne prime plus sur la loi. Il est temps d'arrêter de protéger les institutions au prix de vies humaines. Catherine parlait, les larmes aux yeux, mais sa voix restait imperturbable. Je vous ai défendu alors que d'autres m'en avaient averti. Je croyais que la famille avait du sens. Tu as abusé de cette confiance pour tenter de me tuer parce que mon agonie durait trop longtemps. J'espère que tu auras le temps de réfléchir. Est-ce que la facilité valait la peine d'en arriver là? Arrivés à la porte, Charles cria une fois de plus, « Je suis ton père ». William marqua une pause, puis se retourna. « Tu as cessé de l'être dès lors que tu as préféré les apparences à la vie de ma femme. La famille que vous me demandez de sauver, vous l'avez détruite. Ils ont laissé Camilla et Charles seuls dans la salle du chêne. Les preuves jonchaient encore la table. Le silence s'installait, chacun d'eux sachant désormais que le prochain coup à la porte ne serait pas une marque de politesse, mais un coup de cour. Justice et conséquences. Les arrestations ont eu lieu à 6 heures précises, un horaire permettant de minimiser les perturbations publiques tout en rendant les poursuites immédiatement inévitables. À Clarence House, les inspecteurs de la police métropolitaine sont arrivés munis de mandats d'arrêt contre Camilla et de mandats de garde à vue contre Charles pour interrogatoire. À l'hôpital Royal Marsden, des opérations simultanées ont ciblé les hauts responsables soupçonnés d'avoir facilité le complot. Camilla a été arrêtée dans sa chambre. Elle était habillée, calme et avait manifestement anticipé ce moment. Pourtant, le choc fut encore palpable lorsque les mots furent lus à haute voix. Les accusations étaient accablantes.
tentative de meurtre, complot en vue de commettre un meurtre et administration de poison, dans l'intention de mettre des vies en danger. La photo d'identité judiciaire qui a fuité par la suite ne montrait aucun symbole royal. Ni bijoux, ni insignes royaux, seulement une femme confrontée à des conséquences qu'elle croyait insurmontables. Charles n'a pas été formellement arrêté ce matin-là, mais il a été emmené pour être interrogé en tant que suspect, et non comme témoin. Au cours des 12 heures d'interrogatoire, son sang-froid s'est progressivement érodé. Confronté au courriel et aux messages conseillant à Camilla la prudence plutôt que de l'en empêcher catégoriquement, sa défense s'est réduite à une simple répétition. « Je ne pensais pas qu'elle le ferait vraiment », répétait-il sans cesse. « Mais vous n'êtes pas intervenu », ont rétorqué les enquêteurs. « Vous n'avez pas prévenu votre fils. Vous n'avez pas alerté la sécurité. Vous avez conseillé de nier toute responsabilité. » Or, selon le droit britannique, cela constitue un complot. La réaction du public a été immédiate et massive. Quelques heures plus tard, une foule s'est rassemblée devant le palais de Buckingham. L'atmosphère était tendue, colère, incrédulité et une amère satisfaction de constater que le statut royal n'avait pas empêché l'arrestation. L'affaire Hash, concernant Catherine, a fait le tour du monde en quelques minutes. Les médias internationaux ont présenté l'histoire sans détour. Il ne s'agissait pas d'un drame de palais, mais d'un acte présumé de crime organisé au sein de la monarchie. La crise constitutionnelle a éclaté tout aussi rapidement. Des sessions parlementaires d'urgence ont débattu de la question de savoir si un monarque faisant l'objet d'une enquête criminelle pouvait rester en fonction. Des juristes ont reconnu la fragilité du système, fondée sur l'hypothèse que les membres de la famille royale ne commettraient jamais de crimes graves. 3 jours plus tard, Catherine prit la parole. Dans une vidéo enregistrée au palais de Kensington, elle apparaissait visiblement amaigrie mais sereine, assise dans le jardin où William lui avait révélé la vérité. Ses paroles tranchèrent avec les abstractions constitutionnelles. « Je m'appelle Catherine, dit-elle, et je luttais contre le cancer lorsqu'une personne en qui j'avais confiance a tenté de me tuer, non pas par colère, mais délibérément par des empoisonnements répétés destinés à faire croire à une progression de la maladie. Cette personne occupait l'une des plus hautes fonctions de l'État. La personne qui était au courant et qui n'a rien fait pour l'empêcher occupait la plus haute fonction. Elle a clairement d'expliquer pourquoi elle témoignerait. Cette affaire ne vise pas à préserver les institutions. Il s'agit de savoir si des personnes puissantes peuvent commettre un meurtre en toute impunité sous prétexte que la justice serait gênante. Ma vie compte. Chaque vie compte. Cette déclaration a été vue plus de 200 millions de fois en 2 jours. Sa force résidait dans son refus du spectacle. Elle humanisait le crime. 9 mois plus tard, le procès s'ouvrait sous une sécurité sans précédent. Camilla était accusée de 8 chefs d'accusation. Charles était poursuivi pour complot et entrave à la justice après de longs débats juridiques. Les preuves étaient accablantes. Des images vidéo, de l'ADN prélevé sur la seringue, des documents financiers révélant des pots de vin, des témoignages du personnel hospitalier et le témoignage sous serment de Catherine, qui a duré 6 heures et décrit sa confusion. Sa peur et son sentiment de trahison ont été retenus contre elle. Après 4 jours de délibération, le jury a reconnu Camilla coupable de tous les chefs d'accusation et l'a condamnée à 25 ans de prison. Le juge a retenu la position abusive, la vulnérabilité de la victime et l'intention préméditée comme circonstance aggravante. Charles a été reconnu coupable de complot. Sa peine de 12 ans était essentiellement symbolique. Quelques jours plus tard, il abdiqua. L'accession au trône de Guillaume V ne fut pas due à sa mort, mais à sa condamnation, une première dans l'histoire britannique moderne. Son discours d'investiture fut bref et sans équivoque. La monarchie survit non pas en se plaçant au-dessus des lois, mais en y étant soumise, a-t-il déclaré. Les titres ne confèrent aucune immunité. Catherine a finalement repris ses activités publiques, militant pour la sécurité des patients et la transparence médicale. Le Royal Marsden a connu un renouvellement complet de sa direction et une réforme systémique. La vérité a été dite aux enfants, sans ménagement, mais avec franchise. La monarchie qui en a résulté était plus restreinte, dépouillée de toute illusion et soumise à une obligation de rendre des comptes rigoureuses. Le soutien du public ne s'est pas effondré. Il s'est renforcé. La justice n'a pas épargné la couronne. Elle l'avait mise à l'épreuve et avait exigé un changement. L'effondrement de la certitude royale entraîna une prise de conscience morale. La tentative d'assassinat de Catherine et le complot qui l'a permis marquèrent un tournant décisif, prouvant que le pouvoir ne peut échapper à la justice. La survie de Catherine et son témoignage ont maintenu la question humaine au cœur d'une crise constitutionnelle. Le choix de William était sans équivoque.
La loyauté s'arrête là où commencent les crimes. La monarchie en est ressortie transformée, moins protégée, plus responsable et, en fin de compte, plus légitime. La leçon était claire et universelle. Aucune couronne n'est assez lourde pour dissimuler les méfaits et la justice ne répond qu'aux preuves, à la loi et à l'égale valeur de chaque vie.